guillemets s'efface et ça devient un mot français. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on avance. Jules Ngoubou nous a rejoint. Bonjour Jules. Bonjour Joseph. Ben justement, bonjour De Gaulle. Christophe De Gaulle. Bonjour à tous nos auditeurs. Jules, peut-être pour enchaîner sur ce terme sidération qui a été repris par beaucoup de médias pour parler de ce public devant l'esplanade de Notre-Dame de Paris. Sidération, voilà, c'est le mot que les médias ont le plus utilisé. Sidération, ou sidéré, voilà. Abattu, oui. Abasourdi, apeuré même. Qu'est-ce qui nous arrive? Le vicaire ou un évêque auxiliaire demande même à Dieu pourquoi. Hein? Et moi j'ai ajouté, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais. C'est lundi de la semaine sainte. Semaine sainte, après le dimanche des rameaux. Après le dimanche des rameaux. Ouais. Mais on ne veut pas être pressé. Ouais. Heureusement, on est sidéré. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est pour ça que je voudrais commencer mon intervention par une pensée pieuse, une pensée affectueuse, une pensée priante à l'égard tout d'abord de toute la communauté catholique de notre archidiocèse, de tous les catholiques de Paris, de la France, du monde entier. Nous allons voir en quoi Notre-Dame se décline même en un patrimoine mondial. Depuis 1991, ça a été érigé en patrimoine universel, n'est-ce pas, le lieu commun de culture pour ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est pour ça que nous devons commencer notre mot par cette pensée, mais aussi un remerciement envers le peuple français. Parce que quoi que l'on dise, quoi que les extrémistes dans nos paroisses, dans nos territoires disent, mais les périodes de Noël, les périodes de Cécile, ça ne concerne pas la France, la laïcité. Bah, nous voulons bien, mais le peuple français, il ne faut pas lui priver de son histoire et de sa culture, au point que même le tonitruant Mélenchon, s'est recueilli hier. Ouais. Vous voyez bien que y en a qui utilisent les discours de la laïcité pour se cacher derrière un nuage idéologique et nuage politique pour des faits électoraux. Voilà. Est-ce que Mélenchon pouvait faire autrement que... Parce qu'il y a quand même un fond en lui, il est passé par ses écoles, sa culture, son éducation, il a lu Victor Hugo. Joseph, avant d'arriver à cela, il faut qu'on soit clair. La loi de 1905, c'est la laïcité, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas qu'il y ait interférence du religieux dans le domaine politique. Vous voyez, il faut vraiment que cela reste, que le religieux reste à sa place. Et cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a... Parce que tout le monde qui va... Il faut déjà, on le disait tantôt, quand on allait à Notre-Dame, c'est pas les croyants simplement qui allaient. Moi, je dis, j'entre une fois, je fais la messe et je fais le curieux. J'entre d'abord comme un curieux parce que j'ai un vécu littéraire qui me permet de savoir que c'est ici que Victor Hugo a imaginé, par exemple, telle scène de tel roman. Et je m'assois également pour me dire, ici, jadis, soit les obsèques de tel, soit alors le couronnement d'un roi. Vous voyez, à ce niveau-là, on ne peut pas faire le reproche aux gens, mais c'est simplement de mélanger les jeux, les cartes qui n'est pas bien. Bon, Mélenchon est libre. Il peut se recueillir. Il faut qu'on fasse la part des choses entre l'homme politique, Mélenchon, et le croyant. Certainement, il croit en quelque chose. Bon, comment est-ce qu'il exprime ça? La foi est de l'ordre de l'individuel. Ce n'est pas de l'ordre du collectif ou du public. C'est notre relation à un être transcendant qui est Dieu, qu'on peut l'appeler Dieu, Allah, Bouddha ou Zamba chez moi, ou bien Commandant. C'est un peu comme ça. Donc, ah bah oui, mais quand même, mais avant, n'oublions pas quand même
qu'un Américain touché, sidéré par ce qui est arrivé, a presque reproché aux Français de ne pas avoir utilisé le Canadair pour Donald Trump, là, oui. Non, là, Joseph, vous voyez, c'est l'ignorance de l'homme. Vous voyez, c'est l'ignorance. Face à un problème comme ça, c'est des techniciens qui sont sur le terrain qui nous disent ce qu'ils doivent faire. Donc, on doit faire confiance à 100% à ces gens-là. Quand vous prenez, je veux dire, un ignorant comme Donald Trump, qui ne peut pas comprendre que la cathédrale est petite. Et si vous venez avec un Canadair, avec 1000 tonnes d'eau, voilà. 1000 litres que vous déversez sur cette toiture, elle va s'effondrer de l'intérieur. Ça prend même pas, il y a des gens autour. Il y avait des gens autour de la cathédrale. Il y avait des pompiers qui étaient à l'intérieur et d'autres qui étaient à l'extérieur. Et vous venez avec des choses comme ça, c'est vraiment des solutions. On appelle ça, c'est des solutions, on appelle ça l'œuf de Christophe Colomb ou l'œuf de Colomb. Ça veut dire que vous voulez mettre un œuf tout droit. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut casser la base de l'œuf. Vous n'avez plus l'œuf. Si vous cassez, ce n'est plus un œuf que vous mettez debout. Donc, vous voyez, c'est l'ignorance de l'homme. On n'est pas présent aux États-Unis parce qu'on est intelligent. Non, c'est de la bêtise humaine. Et il a fait cela. Et ça s'est propagé sur les réseaux sociaux alors que les techniciens étaient là pour travailler dans des conditions sécuritaires incroyables. Moi, je crois que c'est cet aspect qu'il faut relever et oublier. Donald Trump, c'est une calamité. Dans 8 ans, on va vivre avec et ça va passer. Gilles Ngoubou n'est pas d'accord avec toi. On ne doit pas oublier le cri de cœur de Donald Trump. Donald Trump est en train de participer à l'émotion collective. Moi, je lui ai concédé ça. Mais il faut agir vite. Écoutez, son émotion. J'ai compris le message de Donald Trump en tant que coup émotif. Et autant que le Parisien, l'étudiant parisien, historien des arts, une autre historienne des arts qui était en train de bosser le soir, il sort, mais il dit, mais qu'est-ce qu'on attend? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on attend? Vous n'êtes pas d'accord qu'ils sont C'était un mot, une parole émotive. Il fallait faire vite. Je veux bien. Il n'y a pas outre-Atlantique là. Vous ne pouvez pas être émotif. Ça ne sert à rien d'être émotif. On est séparés, on est distant d'environ 8 heures de vol, disons. Donc, que vous soyez émotif ou pas, vous ne pouvez pas être plus émotif que la personne qui est en train de travailler sur cette infrastructure très dangereuse à ce moment-là. Et quand vous dites qu'il est ému, c'est plus un noir qui est ému, hein, c'est un blanc qui est ému. On nous a dit que la raison était Hélène. Non, là, c'est du n'importe quoi. D'abord, l'auteur de ce passage, je ne le cite jamais à mes cours. Je ne dis jamais aux jeunes gens de se référer à des gens comme Senghor. Je ne le cite jamais. Parce que, voilà notre ami De Gaulle qui est victime d'une propagande négro. Écoutons d'abord Christophe. Vas-y Christophe. Oui. Et c'est pas Senghor qui a dit vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Vous voyez, il ne faut pas qu'on diabolise les nôtres. On doit dire aux enfants de faire la part des choses. Nous ne sommes pas là pour censurer les propos des uns et des autres. Nous sommes des pédagogues. Nous montrons juste le chemin. Nous montrons le pour et le contre. Et les enfants, ils tirent leurs conclusions. Ils se font leur personnalité. Parce que si on cache et qu'ils découvrent ça, peut-être dit, mais pourquoi Jules ne nous avait pas dit telle chose? Tu vas lui expliquer que, tu vois, je ne voulais pas ça parce que je n'aimais pas Senghor. Il dit, non, c'est pas à vous. Non, c'est pas question d'aimer. Mon cher ami, c'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. Sur le plan de la poésie, quand nous étudions la poésie aux humanités, on citait bien Senghor comme poète. Bon, pas comme philosophe, comme philosophe en train de poser. Moi, je pense que l'émotion. Non. Cette émotion-là,
non, ce dicton est une propagande négrophobe. Non, donc non, moi il ne l'a jamais dit. Non, on ne s'occupe pas de ça. Non, faut même pas. Donc, mon ami, je veux bien que tu dises. J'étais très d'accord d'ailleurs, De Gaulle, quand tu as évoqué les raisons techniques qui ont pu faire que on ne verse pas des tonnes et des tonnes d'eau. Il y a l'environnement, les touristes, les habitants même des quartiers qui allaient subir ça. Et même le risque d'effondrement de tout ce qui pourrait nous rester. J'étais d'accord, mais alors donc il faut laisser le discours de Donald Trump rentre dans Christophe, on laisse terminer, Jules, et puis je reviens vers vous. Voilà. Donc, il n'y a pas que le rationnel, il n'y a pas que le mystique, nous avons dit. Il y a surtout aussi les motifs. Je crois que cela participait. Pourquoi je soutiens ça? Parce que hier soir, 2 religieuses congolaises, il y a une de Marseille qui m'appelle en pleurs. Hein? Une autre qui vit ici est en train de pleurer. Donc il y a de l'émotion. Il a fallu suivre l'allocution d'Emmanuel Macron. Oui. C'était à la limite émotive. Il pourrait verser une larme. Notre ami Stéphane Bern était presque en train de pleurer. Hein? Donc, les pleurs, les gémissements sont des moments clés d'une dévotion, hein? D'une participation à une chose mystique. Alors, il n'y a pas que le rationnel, il n'y a pas que le religieux comme tel. Je crois que pour boucler sur cette question, on va vous laisser nous dire les vers que vous ont inspiré l'incendie de Notre-Dame. Mais non, je vais pas, je vais utiliser plutôt Vigny pour répondre à Jules. Oui. Jules, gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu te conduire. Et comme moi, souffre et meurt sans parler, sans crier. Simplement pour dire que ça ne sert à rien. Les gémissements, on dit que Macron a récité un cours de communication. La communication de crise. Vous venez, vous portez une veste noire, vous avez une cravate noire, vous avez une chemise blanche. Ça, c'est déjà l'apparence. Donc, vous êtes dans l'apparence. Et quand vous prenez la parole, vous créez de l'émotion parce que vous voulez toucher les gens. Et chez lui, c'était doublement important. Ça veut dire qu'il avait une allocution à faire où il savait effectivement qu'il allait être mis en mal par l'opinion publique. Et ce bras d'âme arrive, donc il faut qu'il joue un rôle. Il est en train de théâtraliser quelque chose. Ça s'apprend dans les écoles. Bon, et quand les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On n'a jamais rien fait au bon Dieu. À un moment donné, on a demandé à Jésus, les gens sont venus le voir pour lui dire, ben, la tour de Siloué s'est effondrée sur les gens. Ensuite, un Pilate avait tué des petits-enfants ou des choses comme ça. Hérode, je ne sais plus qui, avait tué les enfants. Qu'est-ce que ces jeunes-là avaient fait? Ben, la réponse du Christ est simple. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il fallait simplement que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, la cathédrale est brûlée. Ça n'a rien à voir avec l'entrée en semaine sainte, les rapports, les liens. Rien de mystique. Il n'y a pas de sorcier derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça arrive comme ça. Parce qu'il fallait que ça arrive. Bon. C'est tout simplement ça. Les gens peuvent aller plus loin. La semaine dernière, on a enlevé les qu'il y avait au-dessus. Mais si vous êtes religieux et vous voulez trouver un sens à cela, ça veut dire que c'est Notre-Dame qui a voulu que ces sculptures-là ne soient pas brûlées. Parce que si elles étaient restées là, elles auraient fondu. Donc, on peut trouver le sens à tout. Quand on veut, on peut donner du
je pense que ma foi n'est pas une foi basée sur une pierre ou sur une relique. Il y avait à l'intérieur de Notre-Dame les clous, il y avait comment on appelle ça encore, la couronne d'épines. La couronne d'épines qui est rentrée là-bas avec Louis XV. Allez, terminons, Jules Ngoubou. Je vous dis ce que le président a dit. Le président a dit au nom de la France tout entière. Je vous entends de très loin. Ah, attends, je me rapproche. Oui, parce qu'il y a Norbert qui vient de nous rejoindre. Le président a dit au nom de la France, je tiens à remercier les pompiers sans qui le pire n'aurait pas pu être évité. Le pire était que les murs de cette cathédrale tombent. Pour le moment, ça tient encore debout. N'oubliez pas qu'il y a quand même des cloches qui sont dans les deux tours, très très lourdes. Donc là encore, on va essayer de tout faire pour consolider cela. Bonjour Norbert. Allô Norbert? Oui, allô, bonjour Joseph. Merci Norbert de nous rejoindre. Un mot peut-être vu depuis la Tamise, depuis Londres, cet incendie de la Grande Dame, Notre-Dame de Paris. L'émotion est partagée, est-il partagé? Oui, en tout cas, l'émotion est partagée. Je suis arrivé à Londres et toute la presse, toutes les dépêches, tous les journaux commencent par Paris. Donc, je crois que c'est Notre-Dame, c'est pas seulement un symbole parisien, c'est un symbole européen. Donc, devant un tel symbole européen, vous comprenez que il n'y a pas que la chrétienté qui est menacée. Les gens commencent, pour la première fois, les gens commencent à se poser la question si, par-delà la chrétienté, est-ce que c'est la civilisation elle-même européenne qui sombre avec l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la relever? Mais en tout cas, le symbole, il faut dire, le symbole est très fort et je crois qu'aussi la solidarité aussi. Et tout le monde, même quand, vous savez, ici, chez nous, on parle du climat et le reste, mais vous savez, quelqu'un vous pose la question, vous parlez français, est-ce que vous venez de Paris? Est-ce que, donc, tout le monde vraiment s'intéresse pour, surtout que c'était, imaginez-vous qu'on attendait le président Macron qui devait parler, et subitement, donc vous comprenez que le fait, ça fait un effet contraire. Donc, c'est tout le monde qui est vraiment, qui a son cœur bas un peu contraire. Voilà, donc on peut boucler, messieurs, si vous voulez bien, sur cette question avec quelques notes de Raylema Koteja. Basanga kote chayo musa basanga kote chatalangi waso talangi kutaya bino bolila ai bolila isane tosiwa basanga kote chaya lutencheke basanga kote chatalangi waso talangi waso ya bido basanga bolila bolila bokone bolila 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 bokone bolila 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 bokone bolila Voilà, Raylema Koteja. Christophe de Gaulle, je voulais, avec Jules Ngoubou, et j'ai la chance d'ailleurs de réunir un trio. Alors, Joseph. Oui. Je crois que je venais de recevoir un ami, un ancien de Père Jésuite, de belles pages. Je ne sais pas si vous les avez remarqué. Il a de belles pages écrites par Victor Hugo dans Les Misérables.
On vous écoute, Norbert. Ce qu'il voyait était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie, la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec le tourbillon d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Donc vraiment, ça donnait l'impression... C'est des prémonitoires. Vraiment, c'était prémonitoire. Mais non, c'est pas prémonitoire. Il parlait déjà du premier incendie. Il n'y a pas de prémonitoire. Non. Oui, non, mais écoute, je dis toujours qu'on a eu la Première Guerre mondiale, ça n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale. Mais quelqu'un qui dit... Ce que je suis en train de crier actuellement, pas la première fois que cette cathédrale passe aux flammes. Et peut-être là-bas, je pense quasiment que tous les monuments historiques ici sont passés aux flammes. Compte tenu du fait que, par exemple, le matériau utilisé ne correspond plus à la technologie actuelle. Il a été, on a demandé à toutes les églises au Québec de mettre des alarmes et de changer carrément les serrures des portes. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer cela. C'est beaucoup parce que les assureurs ne voulaient plus prendre en charge un certain nombre de choses parce que tellement ces vieux édifices brûlaient et comme ils ont une valeur patrimoniale importante, ça coûtait cher aux assurances. Donc, quand on parle de Notre-Dame, les gens font comme si c'est depuis 850 ans, environ un peu plus, que cette cathédrale passe au feu. Non, ça c'est Hugo a écrit, c'est comme si on nous disait que Quasimodo a existé ou Esmeralda a existé. On se représente, on se projette vers quelque chose et on le voit comme ça. On écrit un certain nombre d'événements comme ça parce qu'on a des consultés des archives. Attends Christophe, oui. Vous savez au Congo-Kinshasa parce qu'on a parlé de Lutumba Simaro. Lutumba Simaro a chanté que le jour de sa mort, on allait avoir la foudre. Ouais. Il y a eu la foudre. Avant de mourir, lorsque Joseph a reçu Papa Wemba à Kinshasa, 5 ans avant son décès, Papa Wemba a décrit qu'il se voyait lui-même mourir sur scène. Ouais. Donc voilà, je veux dire tout simplement que la muse à un certain moment, même si ça s'est déjà passé, bon, c'était la description. Victor Hugo s'est vu mourir sur scène et il est mort sur la scène. Allez, c'est Molière plutôt. Allez, on fait une virgule si vous voulez, messieurs. Molière pour moi. Allez, voilà, donc je voulais qu'on dise un mot sur ce problème de l'éducation. Nous avions évoqué hier ici avec Jules Longoubou la question du décrochage scolaire. Et je me suis rappelé que dans ma jeunesse, on parlait du taux d'alphabétisation pour voir quelle tranche d'âge d'enfants arrivait quand même à la fin du cycle primaire et pour évaluer les pays à ce niveau-là. Et je me suis posé la question... Est-ce qu'il existe aujourd'hui un paramètre pour évaluer le niveau d'alphabétisation ou d'implication à l'éducation des enfants de la diaspora? Jules Ngoubou, je crois que quand on les voit traîner dans les gares, on se dit quand même c'est inquiétant. Très inquiétant, en effet, parce que, bon, de toute façon, il faut faire toujours la part des choses. Oui. Le problème de décrochage scolaire est un problème réel dans la société française tout entière. Donc, il ne s'agit pas seulement... Mais quand maintenant, à faire des statistiques, oui. Quelle est la population la plus touchée Ouais. Hein? Joseph, je vous entends difficilement. Je ne sais pas s'il faut classer les populations immigrées en première ligne. Je n'ai pas d'éléments pour dire ça. Cependant, je dois avouer que c'est un phénomène qui est réel et pratiquement tous les ministres de l'éducation qui se succèdent essaie d'attaquer ce problème sans arriver. Ouais. Mais pourquoi? C'est ça le pourquoi qui m'intéresse. Parce que ils vont pas à la source.
je ne sais pas si... Il se contente des effets. Non, il se contente des effets parce qu'il y a des effets financiers. Oui. Ils veulent attaquer des effets tout de suite pour avoir des financements. Priver, par exemple, les familles des allocations c'est ça familiales. aussi. Non, pas seulement. Non, Ouais. non. Je veux dire budget du ministère pour tel ou tel projet. Ouais. Et quand on dit projet, les experts vont se gaver des salaires ou des primes, tout ça. C'est ça qui m'inquiète. Chaque gouvernement, chaque ministre qui arrive, réunit ses experts et pose un problème. Il n'y a pas que le décrochage. Pour eux, c'est avoir un budget. Oui. Or, en cette matière éducative, on devrait ramener la question aux causes qui produisent les effets que l'on... voilà. Oui. Les causes, parmi les causes, c'est ça qui m'intéresse. Il faut restituer. Comme disait un expert, il répondait à une question. Voulez-vous savoir qui est le meilleur fonctionnaire en Corée? Le meilleur fonctionnaire. Les gens dans la salle, un conférencier qui posait la question, les gens tournaient, il dit, c'est l'enseignant. Pourquoi? Parce que la Corée a restitué tous les attributs d'un enseignant. Traditionnels, les attributs traditionnels. Rappelle-toi, Geoff. Sur le modèle de Clément. Rappelle-toi, Jeff, même Norbert le spécialiste des anecdotes, il va se voir à l'école primaire à Inongo ou à Banningville. Quand l'enseignant passait au quartier, ça équivalait au curé qui passait. N'en déplaise tous ceux qui ont foudroyé Sarkozy à cause de cette comparaison. Moi, je suis du même avis que Sarkozy. Quand l'enseignant passait, c'est comme si le curé passait, c'est comme si l'infirmier passait. N'est-ce pas? Il faut restituer les attributs traditionnels à l'enseignant. C'est-à-dire quoi? L'autorité de l'enseignant. Non pas parce qu'il a appliqué des règles et des fessées, mais l'autorité. Le magistère. C'est vrai que le magistère dixit peut être discutable, mais le magistère nous a appris. Les enfants, dès lors qu'ils vont être corrects devant le magistère, on aura résolu un des problèmes de décrochage. Alors, on se tourne vers Norbert. Norbert, il y a une très forte communauté afro-caribéenne, aussi du côté de la Grande-Bretagne. Est-ce que le même problème de sortie du système scolaire se pose pour ces enfants? Oui, le problème se pose sérieusement, Joseph. Nous avons eu au Pays de Galles une réunion avec une femme noire, inspectrice d'école primaire et secondaire. Et pour la première fois, nous nous sommes rendus compte que nos parents, nous sommes aussi à blâmer. Pourquoi? Vous savez, nous venons de notre système que décrit Jules. Mais en arrivant ici au Royaume-Uni, nous sommes dans un système où on ne fait pas redoubler des classes aux perdants. Donc, nous-mêmes, on a un problème d'abord de langue. Donc, vous prenez parfois 2 ou 3 ans avant de bien comprendre la langue, avant de bien comprendre le système. Ça dit que les parents, par rapport à ce qu'a décrit Jules, c'est que nos parents, même nos parents qui n'étudiaient pas ou qui n'avaient pas étudié, non pas seulement qu'ils envoyaient leurs enfants à l'école, mais ils faisaient tout lorsqu'ils voyaient l'enseignant passer pour aller juste lui dire bonjour. En fait, pour se déposer la question, comment mon enfant se tient en classe. Et ce que l'enseignant dit, le parent aussi le fait. Malheureusement, nous, on arrive ici, on va déposer nos enfants à l'école. On va les reprendre. Ça s'arrête là. Le reste, ça donne l'impression qu'on décroche un peu nous-mêmes. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui décrochons d'abord. Parce que on ne va pas dire que les enfants sont foncièrement mauvais, mais nous, on décroche. Maintenant, on arrive aussi à un autre système ici. C'est que le système éducatif au Royaume-Uni, c'est un système à plusieurs étages. C'est-à-dire, lorsque vous allez, par exemple, dans les écoles qui se trouvent à Oxford ou à Cambridge, là où on fait étudier, là où tous les en haut d'en haut font étudier les leurs, vous allez vous rendre compte que la rigueur qu'il y a de l'autre côté là
n'est pas dans les écoles publiques. Et ici, c'est reconnu au Royaume-Uni que si vous voulez bien faire étudier votre enfant, il faut que vous étudiez dans une école catholique. Donc, déjà à ce niveau-là, donc vous-même, vous devez savoir où est-ce que vous voulez orienter votre enfant. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, je crois que le vrai problème, c'est nous parents aussi. C'est-à-dire que s'intéresser au système, et essayer de veiller à suivre votre enfant, et essayer de, si vous ne comprenez pas, et essayer de poser la question. Je crois qu'on a la chance qu'on a dans tous ces pays ici, c'est qu'on a beaucoup d'assistance lorsqu'on en a besoin, mais on ne vous force pas. Moi, je fais rire, je traduisais pour quelqu'un qui était malade dans un hôpital. On devait l'opérer et on l'explique, puis on lui dit, bon, il doit choisir. Moi, j'ai dit, attention, chez nous, on ne fait pas ça. C'est vous le médecin. Vous avez fait le diagnostic. Si vous pensez qu'il faut opérer, c'est vous qui décidez de l'opérer. Mais si vous demandez à quelqu'un s'il veut être opéré ou non, mais qui va accepter de se faire opérer? Donc, vous voyez un peu. Mais ici, on pose la question, surtout lorsque la question est posée en anglais. Hein? Ouais. Avec toute la politesse. Donc, alors que cette politesse anglaise-là, c'est en fait, on vous force. Hein? On ne vous pose pas la question pour dire est-ce que vous voulez. Non. C'est une façon de dire c'est ce qu'on va faire. Quoi. Voilà. Mais nous, en traduisant ça, on croit que... Je donne l'exemple, Joseph. Quand on arrive au Royaume-Uni, vous voyez les organisations non gouvernementales qu'on appelle les ONG. On appelle ici au Royaume-Uni des charities. Donc, quand vous traduisez charity en français, ça devient charité. Ouais. Les gens croient que charité, ce sont des choses de charité. Ouais. C'est-à-dire qu'on croit comme chez nous, quand on parle des églises, chez nous on dit Bima di Bundu. C'est-à-dire non, mais ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne. Alors que ici, chez eux, ça n'a pas dans ce sens-là. C'est une organisation non gouvernementale, on dit charité. Bon. Donc, toutes ces problèmes de traduction-là, donc nous, pour revenir au point de départ, donc c'est nous parents qui devrions. Nous devons même essayer de voir, parce que vous voyez, quand j'ai posé la question un jour aux Juifs, les Juifs qui sont arrivés ici après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'étaient pas toujours les bienvenus partout en Europe, en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont organisé leurs propres écoles. Ils ont essayé de voir parmi eux qui étaient des enseignants, et ceux qui travaillaient, essayaient de travailler pour payer les leurs pour que non pas seulement que les enfants allaient à l'école officielle, mais ils organisaient le cours de rattrapage, soit le soir ou soit le week-end. Malheureusement, c'est là où je crois que nous, ça pose problème. Donc, il y a un problème d'enfants, bien sûr, mais je crois qu'il y a peut-être aussi un problème des parents. Ok, question de Gaulle, un regard vu du côté du Canada, où d'ailleurs, depuis quelques temps, il y a beaucoup de gens qui viennent des communautés afro-africaines. Ben, moi, je voulais d'abord attirer votre attention sur la notion d'alphabétisation et de la scolarisation, qui ne sont pas deux notions semblables. On parle d'alphabétisation quand il s'agit de personnes âgées à qui on voudrait apprendre à lire et à lire. Oui. Et là, la scolarisation, elle comporte les enfants qu'on introduit dans un système scolaire dès le bas âge. Donc, une fois que cela est dit, c'est toujours différencié. Quand les gens arrivent, bon, je ne vais pas stigmatiser les Congolais, mais qui ont passé beaucoup de temps dans les camps de réfugiés, par exemple en Tanzanie, vous voyez qu'à ce moment-là, quand ces gens-là arrivent ici, là, ils ne passent pas l'alphabétisation. Il y a ce qu'on appelle la francisation, parce qu'on n'appelle pas ça ici alphabétisation, on va appeler ça la francisation, leur donner des rudiments de la langue française pour pouvoir fonctionner dans une société comme celle-là. Mais les enfants également vont arriver certainement avec un retard. Parce que ici, les enfants vont à l'école par tranche d'âge. Donc, quand on a 15 ans, on doit être dans telle classe. Quand on a 12 ans, on doit être dans telle classe. Donc, on peut vous faire avancer, mais avec des crédits que vous allez récupérer. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi toutes les matières, mais on vous fait avancer avec la même cohorte, comme on appelle. Mais vous avez des matières à rattraper, par exemple l'équivalent du cours moyen 2 ou du cours élémentaire 1, des choses comme ça. Et lorsque vous ne fonctionnez pas, c'est le terme, quand vous ne fonctionnez pas, on vous sort du système et on vous envoie dans un autre type d'école. Et vous pourrez rejoindre le cursus plus tard.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais excusez-moi, Christian de Gaulle, il y a un élément qui est important pour parler, parce que Norbert parlait du décrochage des parents, donc justement, une alphabétisation des parents est aussi nécessaire pour mieux accompagner les enfants. Moi, je ne me situe même pas au niveau, je ne me mets pas en Occident, je rentre dans mon pays. Vous savez, nos pays, il y a des bonnes choses qui se font dans nos pays, mais on a comme l'impression que tout va mal. Là, au Cameroun, on parle de la communauté éducative. C'est une communauté. Ça veut dire que le parent doit être en relation avec le maître de son enfant. D'accord? Et tous doivent travailler pour une synergie. Ça veut dire que le parent n'est pas obligé de savoir lire. Il fasse ses devoirs. Donc, quand il revient le soir, le parent, lui, ne sait pas lire, mais il doit demander à l'enfant de faire ses devoirs. Et maintenant, quand le maître passe ou quand il le voit, il lui dira, il n'a pas fait ses devoirs. Ou le maître viendra faire la rétro-information. C'est tout simplement ça, parce que nous n'avions pas tous des parents illettrés. Mon père ne savait pas lire, ma mère ne savait pas lire. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Mais le décrochage arrive. Il arrive pour plusieurs raisons. Par exemple, ici, au Canada, les zones où il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises, forcément, les enfants vont décrocher parce qu'ils vont aller travailler dans les usines, ils veulent avoir de l'argent pour acheter un certain nombre de gadgets. Ça, c'est le contexte nord-américain qui est différent du contexte africain où, européen, on vous demande d'abord d'aller à l'école, d'obtenir les diplômes et de venir travailler. Alors qu'ici, on peut faire les deux. Et la tentation est grande à ce moment-là. Et c'est de là que provient, par exemple, le décrochage scolaire de certains. Il provient du fait qu'ils peuvent aller travailler et ils se rendent compte que si je gagne par exemple $18 de l'heure, ou bien je suis mécanicien, j'ai $70 de l'heure, j'ai 35 000 francs par heure. Pourquoi est-ce que je vais aller me casser la tête pour avoir un doctorat? Je sais que je vais travailler pendant. Donc, il y a dans ces choses-là qu'il faut intégrer, il faut être souple, comprendre si l'enfant ne veut pas aller à l'école, on laisse à un moment donné. Et parce que ça peut se remettre plus tard, ça peut être une crise d'adolescence, ça peut se remettre plus tard. Et ce n'est que comme ça que la société évolue. Mais nous, on a un percevoir qui parfois brise la personnalité de l'enfant parce qu'on va à tout prix qu'il soit docteur, qu'il soit magistrat. Oui, Jules. Alors, je voudrais trois choses. La première, c'est parler un peu de l'état de décrochage en France, parce que les Canadiens ont parlé, les Anglais ont parlé. Hein, je ne vous entends pas du tout. Oui, je vais se rapprocher du micro. L'état du décrochage en France. Il faut dire que on a obtenu, à partir de 2016, une nette décroissance. Hein? Il y a eu du travail qui avait été fait, c'est vrai. Hein? Elle nous signale déjà un article dans Le Monde, parce que on est arrivé à franchir, hein, n'est-ce pas, l'en deçà de 100 000 étudiants ou élèves de jeunes. En 2010, il y avait 140 000 élèves décrocheurs. Oui. On est passé en 2014 à 110, en 2015 on est passé à 107 000, et donc avec le travail que Belkacem a battu en 2016, on a constaté que en 2016 on est arrivé à un niveau de 98 000. Hein? Ça c'est déjà un élément objectif qui montre qu'il y a eu du travail. Deuxième chose, en ce qui concerne les parents, les enfants issus de l'immigration, c'est vrai que pour parler des enfants africains, il y a des jeunes des quartiers difficiles. Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème que nous avons analysé plusieurs fois à la radio ici. Ça part de ce que représentent les parents, hein, sur le plan de l'autorité. Pour nos enfants nés ou grandis ici, dans la plupart des cas, les parents ont perdu leur autorité sur les enfants. Quand souvenez-vous de mon étude
de 2015 publié, quand je dis nos enfants ont faim, nos adolescents ont faim, ils mangent pas suffisamment, ils n'ont pas été formés à bien manger à la maison. La preuve c'est que sur 10 voleurs qu'on attrape dans nos supermarchés, il y a au moins 7 qui relèvent à 16 heures, qui vont chercher leur goûter. C'est qui? Ce sont nos enfants, maghrébins comme africains, subsahariens. Il y a un problème d'autorité que nous avons perdu. Il y a plusieurs raisons, il n'y a pas de clichés, il faut toujours faire des analyses pour trouver plusieurs raisons, parmi lesquelles il y a le fait que l'enfant qui naît ici, et cette étude-là, cet aspect, je l'ai évoqué dans mon étude, l'enfant qui naît ici, l'enfant africain, le Congolais, le Malien, le Sénégalais, tout ça, il a la conscience qui est complètement gaulois. C'est un citoyen français. Mais voilà, il mange à la cantine, il rejette la nourriture de la maison parce que vos choses d'Afrique là, ça sent mauvais. Ça c'est eux qui disent. Mais voilà. Mais le revers de cette situation, c'est que jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, quand ils vont au collège, ils ont détesté du bio. Ils ont mangé le fast-food. Le fast-food au point que ça ne suffit plus pour tenir par rapport à la constitution de leur ossature. Alors, ils sont obligés, parce qu'ils ont raté le kwanga, le fumbwa et les foufou, ils ont obligé de tout ce qui bétonne, ils sont obligés d'aller voler dans nos supermarchés. Alors, donc, tout ça, je ramène la question aux parents. Les parents ne peuvent plus constituer de référence d'autorité. Deuxième aspect, c'est quand ces enfants-là qui croient qu'ils sont nés en France, grandis en France, et à qui on remet dès la maternelle le primaire le numéro de téléphone de la police ou de l'assistance sociale. Chaque fois que le papa va crier sur toi, tu dois signaler. Chaque fois que maman va crier sur toi, à plus forte raison, la fessée que nous condamnons. De toute façon, nous devons être clairs. Donc, les parents se sont vus écartés dans leur propre foyer de la sphère référentielle en matière d'éducation, de l'instruction même. Alors, la faute des parents, comme disait, d'autre part, il y a des raisons objectives, mais des raisons subjectives, comme le disait De Gaulle tout à l'heure. Je pense, s'il faut responsabiliser, c'est que les parents n'ont pas maintenu. Maintenir, nous avons dit hier, il faut participer aux réunions de l'école. Il faut y aller. Pas décrocher, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où les parents, ça en fait c'est le décrochage des parents qui entraîne le décrochage des enfants. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a des facteurs qui ont écarté objectivement les parents de la sphère référentielle. Il y a eu des facteurs qui sont la conséquence de ces premiers aspects où les parents ont croisé les bras pour dire nous devenons inutiles. Non, parents, vous n'êtes pas inutiles. Dans la mesure où vous n'allez pas transmettre vos préoccupations à l'école, le parent a le droit d'aller voir la maîtresse, d'aller voir le professeur pour dire mon enfant ne m'obéit pas à la maison. L'enfant là va se corriger. Je me rappelle que il a des chances, l'alpha aura des chances de se raviser. Je me rappelle, pour donner un dernier exemple, je me rappelle d'un cas, un groupe de 3e, un cours de lettres. Alors, il a fallu que j'entre en contact avec le parent pour que le petit, un grand garçon de 3e, pisse dans les habits. Parce qu'on va me tuer, Voilà. Donc ça joue. Dès que les parents et les enseignants sont des connivences, ont des rapports dans le suivi de l'enfant, moi je trouve qu'on peut trouver Pour me résumer, les parents doivent participer à l'œuvre éducative pour éviter, entre autres, cette histoire de décrochage.
Peut-être un dernier mot, Christophe, sinon nous passons à l'actualité africaine. Christophe voulait réagir. Mais non, je pense... Je l'ai bien résumé la situation, donc merci. Je pense que c'est assez complet ce qu'il a dit. Ok, allez, on passe à l'actualité africaine. Qui sont de Gaulle, Norbert Mobutu et là, Jules Ngoubou. Dans l'actualité africaine, on sait, tout le monde s'inquiète du sort de la République démocratique du Congo, mais je ne vais pas aller dans la grande politique. On sait que le président Félix Antoine Tshisekedi fait de son mieux. En même temps, en face, on essaie de montrer que le camp Kabila garde l'effectivité du pouvoir. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de la justice? Est-ce que, on a vu dans le cas notamment de cette incompréhension entre la CENI qui veut à tout prix aller aux élections alors que le Conseil d'État a décidé de réintégrer un candidat éjecté d'une élection de gouverneur, et la CENI qui dit voilà, je ne reçois pas d'injonction de la justice qui doit se justifier, et il faut même à la fin que le président dise, sorte une instruction pour que à un moment donné la CENI s'exécute, mais la même CENI dit non, de toute façon j'ai le droit d'organiser. C'est un vrai foutoir dans ce pays. Norbert Mobutu, vous qui avez pratiqué, vous êtes allé à Sun City où on a lancé la mise sur pied de cette constitution avec tous les garde-fous. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? Norbert, on commence par vous. Oui, ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que, vous savez, lorsque la cathédrale de Paris ne s'est pas effondrée parce que elle a été construite sur de bonnes fondations. Le grand problème, c'est la fondation. Et la fondation, c'est, encore une fois, c'est congolais. Si l'homme congolais était comme l'homme soudanais, ou s'il était comme l'homme algérien, il va l'être, c'est sûr, on attend, on croit. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a actuellement un groupe de gens qui veut conserver le pouvoir, et ce groupe de gens va prendre tout le monde en otage jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce que ça clash, et ça va commencer aujourd'hui. Regardez, nous avons notre conseil Christelle qui a dit quelque chose il y a 4 mois passés, que les élections ne se sont pas déroulées au mois de décembre. Les élections se sont déroulées déjà avant. Quand un groupe de gens s'est mis à côté, se dit, nous, rappelez-vous, on nous a fait fuiter la réunion de FCC. Oui. Quand à l'hôtel du fleuve, oui. À l'hôtel du fleuve. Il a dit, mais c'est... Et ce sont ces personnes-là qui continuent. Et vous avez vu que le nouveau président, quelle que soit toute sa bonne volonté pour sortir de ces carcans-là, il ne s'en sort pas. Je donne l'exemple. On nous montre que le matériel que vous voyez dans la Gécamine, ça fait le fait Félix Tshilombo. On nous rappelle qu'attention, ce n'est pas lui parce que ça a été commandé par Kabila. Donc, et jusqu'où? Le problème, c'est que jusqu'où ça va partir? Jusqu'où ça va arriver? Ça va arriver jusqu'à un clash. Et le clash va arriver. Ça, je vois très mal comment ce clash-là ne va pas arriver. En fait, on est dans une situation aujourd'hui, même tous les professeurs de sciences politiques qui doivent refaire les théories des sciences pour plus rien ne colle. Et donc, on est dans un tel désordre organisé que Dieu seul sait quand ça va clasher. Mais je vois très mal. Regardez actuellement comment est-ce que le peuple se réapproprie son droit. C'est dans tous les parlements provinciaux qu'on a maintenant les bagarres. Regardez ce qui se passe au Sankourou avec l'élection du gouverneur. On sent que les gens tout de même en ont marre d'un système
Mais moi, au-delà de tout ça, Joseph, moi, je me pose une autre question. Toutes ces personnes-là qui ont géré le pays pendant 10 ans, pendant 15 ans, qui étaient des ministres, qui étaient des PDG, et dont on sait qu'ils ont volé, qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore avec tout ce qu'ils ont reçu? Est-ce que ces gens-là ne se sont pas tapés une pension? Moi, je me pose la question. Bien, donc je voudrais, Norbert, heureusement, je voudrais réagir par 3 points. Le premier, c'est que quand Norbert dit la cathédrale ne s'est pas effondrée parce que c'est sur du solide, je soutiens tous les jours ma théorie. Joseph, moi j'entends pas du tout Jules parler. Je soutiens, ça va là? Tu m'entends? Non, pas du tout. Il est très loin. Je soutiens tous les jours que du vrai ne peut découler que le vrai. C'est la première règle de l'inférence. Donc, on est parti du faux et on a tous les éléments réunis pour aboutir au faux. Il n'y a qu'un élément qui soit réuni pour que nous soyons acheminés vers le vrai. Aucun élément. Pourquoi? Parce que la grande question qu'il faut poser maintenant, c'est qu'est-ce que nous attendons de Félix? Je persiste et je chine. Je ne suis pas de ceux qui ont proclamé qu'il faut lui donner du temps parce que, attendez, nous sommes quand même des hommes. Nous avons de l'intelligence, ça fonctionne. Pourquoi nous devons maintenant renverser les choses de sorte que il y a un faux, vous voyez le vrai. Hein? Il y a du mal, ça devient du bien. Donc nous devons nous accommoder à la tricherie. Les conséquences de tout ce que vous déplorez au niveau des élections provinciales, c'est la conséquence de la tricherie originelle. Hein? Comment Félix accède au pouvoir, hein? Ça m'amène à la deuxième chose où on compare les Soudanais, les Algériens, on dit eux au moins ils persistent et nous les Congolais non, mais c'est faux. Vous êtes rentrés à la maison. Kabila et ses sbires et ses médiocres étaient à la porte, s'il vous plaît. Ils étaient à la porte. Ils étaient partants. Mais qui a remis Kabila, qui lui a donné Beki? C'est Félix. Si Félix avait refusé, si Félix avait dit à Lamouka, non, à Martin Fayou, avait communiqué à moi pour dire, mon frère, refusons toute coopération avec Kabila, serait parti du Congo. Donc, ça, je pense pas que les Congolais, le travail que les Congolais ont fait, la pression avait déjà conduit Kabila à la porte. Troisième chose, je termine par là. Alors, vous ne savez pas que Félix au pouvoir, la manière dont il a accédé au pouvoir, déjà, c'est une manière de pisser sur le cercueil de son père. Il continue à pisser sur le 37 ans de lutte. Il continue à pisser sur l'histoire de Kimbangu, de tous les martyrs jusqu'à Rossi, jusqu'à Tchébéa, c'est Félix. Alors, ça risque de créer une jurisprudence pour les théoriciens de Sciences Po que Norbert est en train de voler. Jurisprudence. En Afrique déjà, tous les dictateurs autour, ils vont se dire, mais voilà, la RDC nous a donné une formule. Un modèle. Mais rejeté par les Algériens. Allez, je me tourne vers Christophe de Gaulle. Christophe, la question de la RDC, c'est à s'arracher les cheveux. C'est vrai que quand on dit, regardez comment, en Algérie, parce que le système est toujours là, même si la rue était là, mais on a l'impression que tout le monde est en train de maîtriser la rue. Et est-ce qu'on ne se dirige pas dans tous ces pays vers une confrontation finalement entre la majorité parlementaire constitutionnelle face à la majorité populaire qui doivent finir par s'affronter? Pensez-vous que ça a changé quelque part? Ça a changé? Rien n'a changé?
Rien, puisqu'il s'agit des coups d'État militaires partout. Donc, on ne peut pas prendre ça comme étant des modèles. Quand Norbert parle de sciences politiques, est-ce que les systèmes gouvernementaux en Afrique obéissent à la science politique? Ça, c'est des inepties, c'est des choses, ça ne fonctionne pas chez nous, parce que ce sont des démocratures. Mais pourtant, vous avez le DNA, même chez vous. Je trouve que ça n'a rien à voir. C'est une gestion, comment je vais dire, monarchique et monarchique du pouvoir, c'est tout. Il n'y a aucun. Comment vous croyez que dans une république normale, les gens peuvent s'entendre pour falsifier les résultats d'une élection, les PV? Ouais. Vous pensez que c'est normal? Et ils s'en vantent, s'il vous plaît. Hein. Ils s'en vantent. Ils n'arrêtent pas de rappeler que c'est eux qui ont désigné Félix comme président alors que les Congolais sont allés voter. C'est une injure, c'est la plus vaste injure qu'on puisse faire un peu. Mieux vaudrait tricher encore comme chez nous, là, on tripatouille, on part à 71%, vous poussez le premier, par exemple, à 15%. Là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, ça devient difficile de contester. Mais quand vous dites que vous avez désigné quelqu'un, et vous continuez avec le blocus, que ce soit au Parlement, que ce soit au niveau de la CENI, et quand le président n'agit pas, ça veut dire que lui-même... En fait, on a donné... C'était simplement un assoiffé du pouvoir. Il avait besoin de pouvoir. Et les autres l'avaient compris. Oui, on lui a donné une coquille vide. Et là, il se débrouille avec. Et les autres n'ont qu'à se moquer de lui. Et je pense que le plus grand perdant dans cela, encore une fois, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui perd. Parce que les attentes du peuple ne seront jamais satisfaites. Et comment est-ce qu'il va faire dans 5 ans? Il va nous dire qu'il s'était trompé, que les gars l'avaient trompé. Mais à cet âge, il y a un âge où on ne se trompe plus. Quand vous êtes face à une situation comme celle-là, vous revenez vers le peuple. Vous revenez vers le peuple. Et on ne peut pas revenir vers le peuple parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections. S'il revient vers le peuple, il sera désavoué. Donc, on va continuer comme ça. Et moi, je parle, mais je pense qu'il faut arrêter de croire qu'un miracle va se produire. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les gens se sont assis. Ils ont décidé d'une manière de faire, et c'est cette manière de faire là qui va avancer jusqu'à ce que la machine s'arrête. Alors, juste un élément qui est important avant de revenir vers Jules, mais d'abord Norbert. Norbert, Christophe nous dit, on essaie de le faire avec la manière. Or, la manière jusque-là, c'était de donner de l'importance aux arrêts de la justice et du tribunal. Sauf que là, on voit maintenant, quand le tribunal bloque, il passe outre le cas de la CENI. Moi, je ne comprends pas que, par exemple, le président de la CENI s'estime indépendant même vis-à-vis des arrêts de la justice. Oui, bon, je crois, Joseph, toutes les analyses que nous faisons, ou ce que nous voyons, augure ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que je reviens à la case de départ. La case de départ, c'est que nous avons des messieurs qui, pour une raison ou pour une autre, ça reste encore à chercher quelle est la raison sous-jacente faisant à ce qui puisse rester. Mais ces messieurs-là ont planifié et ils ne veulent pas aller. Ils trouveront... Donc, si vous dites avec la justice ne va pas, ils vont amener les militaires. Si vous dites qu'avec les militaires n'en vont pas, ils ont beaucoup de clés. Ils ont beaucoup de clés. Et, il y a un ami qui se trouve autour de Félix qui me souffle quelque chose il y a 2 ou 3 jours. Il me dit, mais depuis quelque temps, même les sorties des fonds commencent à devenir un problème. Il dit, mais les premiers jours, on semblait avoir donné un chèque en blanc. Mais depuis quelque temps, les sorties de fonds commencent à poser problème. Les coûts sont réels, quoi. Non, mais on commence à dire, mais il n'y a pas encore un gouvernement, on ne peut pas dépenser comme ça. Donc, à la fin, on risque, et l'ami me fait rire, il dit, et il n'est pas impossible qu'un jour vous trouvez que le président n'a pas à manger, qu'il faut que les gens puissent cotiser pour aller lui donner à manger. C'est pourquoi que je trouve la situation du Congo quand même ubuesque. Je ne peux pas m'imaginer, quand moi je me
président du Cameroun, je ne peux même... Ce scénario-là n'existe même pas. Il ne peut même pas arriver. Parce que ce n'est pas possible. L'Assemblée nationale, ça ne représente absolument rien. C'est une coquille vide. Ça veut dire qu'on envoie les choses comme ça quand on veut passer par là. C'est pour ça que j'aimerais lire les attributions du président en RDC. Parce que chez nous, le président est tout puissant. C'est lui qui limoge qui il veut. C'est vertical, oui. Oui, c'est lui qui limoge qui il veut. Oui. Et il peut décider de reprendre des élections. Le cinéma que Félix a fait en disant qu'on va sursoir à... ça, c'était du cinéma. Oui. Ça, et voyez-vous, on appelle ça du cinéma, mais vous avez vu qu'il a signé cela. Ça a été exécuté. Ça a été exécuté. Et c'est ça. Il peut aller plus loin. Oui, c'est ça qui fait la force d'un régime présidentiel. Ça, je ne comprends pas le jeu aujourd'hui. Ça peut manquer d'argent, mais ce n'est pas possible. Il est capable de faire passer le budget, je crois, au 10e chaque fois. Il a l'argent qu'il faut quand les gars le bloquent au niveau de l'Assemblée nationale où il y a des accrocs. Il fait passer le budget comme ça et il le fait, je crois, il a la possibilité de le faire 5 fois. Oui, il y a le budget exceptionnel qui n'a même pas besoin du Parlement. Mais en tout cas... Non, il n'en a pas besoin. Et moi, je ne comprends pas l'importance du Parlement au Congo. Qu'on accorde à ce Parlement. Et les sénateurs bloquent le président de la République. Un sénateur est plus influent qu'un président élu par une nation, alors que les autres sont au second degré. Oui, il faudra peut-être rétablir les choses. C'est pour ça, rétablir les choses, c'est maintenir que le péché originel va poursuivre le fonctionnement de la gouvernance de Félix. Ouais. Pourquoi? Une autre question qui nous intéresse. Qu'est-ce que les Mende et tous les voleurs, parce que tout le monde reconnaît, même les talibans reconnaissent que maintenant de plus en plus les jeunes gens à Limité sont en train de dire Bamiyi Bibo Wana, voilà, au stade. Guillaume, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines au stade Kamagnola, le Congo jouait un match capital contre le Libéria. Félix arrive, tous les stades se lèvent. Ils chantent. Et Kangela Bisso Kabila. Donc, toute la rue identifie complètement qui sont ces prédateurs et ceux qui continuent. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils font dehors ces gens-là? Pour que Félix, de toute façon, il y a des défis. Je vous concède, ceux qui soutiennent Félix, il y a des défis que Félix doit relever. Un des premiers défis, c'est de nous mettre ces gens-là en prison. Ça c'est tout Chikas Dixit. Dès que j'accède au pouvoir, c'est vrai que Félix n'a pas brandi ça. Mais nous attendons que le fils du Nkoye, le fils du Léopard, réalise le rôle du père, parce que tout Chikas, depuis Sekou, Kukungwendo, Wamabanza, en Boujmaï, il disait, dès que j'accède au pouvoir, je mets mon bout en prison. Donc, alors il a continué avec ces petits Rwandais là, dès que j'accède au pouvoir, je les renvoie au Rwanda. Donc, pour dire que un des premiers défis que nous attendons, c'est que Félix, d'abord, je ne sais pas par quel mécanisme il va changer tous les présidents des cours de justice. Il faut qu'ils changent. Les choses arrivent à terme, notamment la CENI qui arrive à terme en mai. Les nommés vers la fin par Kabila, on verra toutes ces choses-là. CENI, Constitution, la Constitution. Voilà. Mende est convoqué la semaine dernière par la présidence pour venir s'expliquer. Il dit ceci, il déclare. Je sais que le président me demande à retourner à Kinshasa, venant à Tagakombe, pour me demander de me retirer. De toutes les façons, je ne le ferai pas parce que ma famille politique est derrière moi. Ça, c'est une déclaration de Mende. Alors, ça veut dire quoi? On respecte quoi? La Constitution? Les accords de cash? Ou la famille politique? Ou la famille politique? Qu'est-ce qu'elle est l'instance qui gouverne, qui régit le comportement politique du Congo aujourd'hui?
quelle est l'instance, il est toujours vrai que c'est Kabila et sa classe qui continue à commander. Donc, c'est la démonstration que Félix doit prendre le courage pour quitter le pouvoir. Qu'il a dans une ambassade lancé un mot d'ordre. Nous allons le soutenir. Qu'il quitte le pouvoir, qu'il vienne en exil. Voilà. Le peuple congolais va se charger du reste. Norbert, est-ce que c'est réalisé aujourd'hui, comme le soutiennent beaucoup de personnes que j'ai interrogées? Il faut qu'il laisse pour sauver le Congo. Au clash pour sauver le Congo. Oui, je crois que je vais revenir sur deux choses. La première chose, c'est que vous posez un problème. Vous dites que les cours et tribunaux, la CENI, c'est au mois de mai qu'ils doivent. Mais Joseph, on a vécu, le Sénat lui-même chez nous a eu une prolongation de combien d'années? de pratiquement 10 ans. Donc voilà. Donc, ces personnes ne va ça. Maintenant, sur la deuxième question que vous posez, je crois que c'est la seule fois de sortir. Quand on pose cette question-là au cardinal Monsengo à Bruxelles, c'est qu'il a dit Félix aurait pu refuser. Ça aurait sauvé la nation. Pourquoi? C'est pas la première fois que c'est arrivé dans l'histoire. Vous vous souvenez de l'histoire du coup d'État qu'on a eu au Bénin en 1971, où les militaires avaient opéré un coup d'État et ils avaient pris l'air Tshisekedi de l'époque, le plus démocrate des Béninois, qu'ils avaient. Et ce type-là, il s'est dit, toute la nuit, il s'est mis à réfléchir. Il disait, mais ces jeunes gens, ils me prennent pour un petit aventurier. Moi, un démocrate, il faut un coup d'État, et puis me donne le pouvoir. Ils vont attendre ça demain matin. C'est le jour où il vient prêter serment, directement où il déclare la Constitution caduque, où il change tout. Malheureusement, maintenant, le problème avec Félix actuellement, c'est quoi? C'est que le fait qu'il prend du temps, nous sommes sur cette chanson chantée dans le temps par le musicien qui a dit « Lorsque tu as bouffé la nourriture du chien... » Oui, prépare tes gens. Malheureusement, le vieux Tshisekedi a travaillé pour rien. Pourquoi? Depuis tout le temps que nous, on suit la chose politique, ce vieux-là nous dit « Faites attention qu'on ne vous mette pas des pots de banane aux pieds. » Tshisekedi, c'est ça. C'est comme ça que quand Mobutu l'invite, il doit signer. Parce qu'il dit, si je signe ici, je me mets... Et ça a commencé même avec les accords entre l'UDPS et c'était Tshisekedi toujours qui disait, faites attention, il faut éviter les pots de banane au pied. Malheureusement, là, ça donne l'impression qu'ils se sont fait glisser. Je me pose un problème, une question aujourd'hui. Je ne fais même pas de statistiques. Que reste-t-il encore de l'UDPS aujourd'hui au pays? Eh bien oui. Rien du tout. Rien du tout. Et rien du tout. Réduit. Ils commencent à créer leur micro-parti à l'intérieur de l'UDPS. Voilà. Mais comme quoi, attendez, je vais quand même, avant de terminer, je vais me retourner vers le laboratoire des dictatures soft, c'est-à-dire le Cameroun et notre ami Christophe l'a dit ici, c'est-à-dire une victoire de Biya, ça se passe de toute contestation parce que c'est tellement bien habillé que on se dit mais bon, non, attendez, l'Élysée prend la parole en premier pour dire félicitations, il a été élu démocratiquement. Alors, Christophe de Gaulle, je veux plus de souffle pour la question Christophe de Gaulle. Dans le regard d'un Camerounais formé à l'école des Toudis, parce que je vous donne un exemple en 1000. Félix ne joue même pas des attributs du président, pas le palais présidentiel, pas l'avion présidentiel. Toutes ces choses-là, entre guillemets, restent entre les mains de Kabila. Mais c'est quand même incroyable. Mais Joseph, j'ai dit, vu du Cameroun là, ça ressemble, ce qui se passe en RDC ressemble à une bananerie quelque part dans une coucou. Oui. C'est pas possible. Un président de la République, pour nous là, ce n'est même pas imaginable. Ça fait presque 3 mois qu'il vit dans une maison de passage des hôtes du pays. Joseph, là, les gars, ils coupent la lumière, ils coupent l'eau. Tu n'as rien, tu vas sortir comme un rat. Ben oui, et tu le touches chez ton père. Oui. C'est pas pour, on le dit en rigolant, en caricaturant, mais quand même,
c'est pas sérieux. Ça n'honore pas l'Afrique. Qu'on dise que le président élu, qu'il soit bien ou mal élu, dès lors qu'il a prêté serment, ça veut dire que c'est le président de la République. Il a droit à tous les honneurs. Et quelque chose vous a échappé. Quand Ahidjo était parti, le premier incident était un incident protocolaire. Il y a le prix d'Akamachol. Ahidjo devait recevoir le prix d'Akamachol. Et le protocole d'État fait donc la mise en place et on dit que Biya doit arriver avant Ahidjo. Mais il dit non, cela ne se peut pas. Je suis le président du Cameroun et lui, il est l'ancien président. Comment je peux venir après lui? Je peux arriver avant lui. Voilà le premier incident. Voilà le premier incident entre Amadou Ahidjo et Paul Biya. Voyez simplement, imaginez simplement le palais. C'est quand même anormal. Il y a une histoire d'un soldat qui a battu arrive au pouvoir. Ahidjo a décampé déjà. Il a sorti tout ce qu'il avait à sortir. Mais je ne peux pas comprendre cela. L'avion présidentiel, c'est le nouveau président qui donnait, quand il voulait, le pélican à l'ancien pour aller à Garoua. Il ne pouvait pas dire que je suis ancien président, ça m'appartient entre guillemets. Voilà. Non, il n'y a pas entre guillemets. Mais je ne comprends même pas comment fonctionne l'aviation civile, par exemple, au Congo. Parce qu'on n'a qu'à le laisser avec l'avion. Les arriérés vont faire qu'ils ne peuvent même pas payer le stationnement d'un avion. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas. Et ça, moi, mais il y a quand même beaucoup de choses à revoir dans ce pays, messieurs. En tout cas, je vois qu'il nous reste 2 minutes. En 2 minutes, Jules Ngoubou, on a compris, toi tu t'attaches au péché originel, mais il y a quand même, est-ce que, au-delà de cela, quelque chose peut être encore fait pour sauver ce pays? Sauvons le Congo. Oui. La seule formule que je propose à Félix, c'est de partir. Le moindre pas à faire, c'est dans une ambassade de France, de la Belgique, des États-Unis, qu'il fasse une déclaration. Et que cela vienne pour article 64. Déboulonner à sa place. Allez-y, allez-y. Parce qu'il n'a pas de moyens, il n'en a pas. Et il n'en aura pas. Je pense que je n'ai plus rien à proposer à Félix. On a dit, ceux qui le soutiennent disent, il faut lui donner le temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le peuple, regarde, j'étais émotionné de voir les populations de Lubumbashi, émotionnées. Les populations de Lubumbashi qui sont allées l'accueillir. C'était à la manière Lamuka. C'est signe que les populations veulent vraiment du changement. Ils attendent beaucoup de lui. Ils attendent. J'étais admiratif. J'ai dit, mais c'est bien. Autant qu'ils ont reçu Lamuka à Lubumbashi. Mais ce peuple-là n'attend que un changement. Quand ils affluent vers Félix, c'est pas Étienne, Toutou Chikas, qui n'est pas encore en paix. Qui n'est pas encore en paix. Donc le peuple, quand ils accourent vers Félix, c'est interrogateur. Signe interrogateur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Merci, Jules Ngoubou, merci Christophe de Gaulle, merci Norbert. Et je vous dis bon week-end chez vous. Au revoir. Au revoir. Topesa motema na bolingo kama topesa motema na